Bonjour, je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis photographe et réalisateur. Je ne pourrais pas être avec vous ce soir, mais il y a Florent qui va être là, qui va tout vous raconter. Et c'est Florent qui est l'instigateur du film sur les 150, donc c'est génial qu'il soit avec vous. Et il va pouvoir tout vous raconter. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous parce que je suis ambassadeur pour le CNC, le Centre National du Cinéma Français, avec des nouvelles lois où les aides du CNC vont être conditionnées à des efforts sur les tournages afin qu'ils soient plus vertueux. Donc il y a une conférence de presse demain très tôt à Cannes, donc je ne peux pas être avec vous. Je vous embrasse, je vous aime, bientôt. Donc on a fait un financement participatif et on a pu faire le portrait d'un grand nombre de ces citoyens, filmés comme ça. On va vous montrer quelques extraits des premiers tournages qu'on a fait. Et puis on va aller plus loin, donc on a envie d'essayer de suivre tout le travail qu'ils ont fait, parce que ce qui est absolument incroyable, et vous l'avez vu, c'est que ça n'a pas été quelque chose d'éphémère pour eux, c'est quelque chose qu'ils portent, qu'ils ont envie de continuer, qu'ils essaient là de relayer un peu tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils pensent qu'il faudrait qu'on puisse faire dans différents lieux. Et donc on les suit et on va essayer de faire un documentaire. Ça passera sur LCP, la chaîne parlementaire, je pense en fin d'année, début d'année prochaine. Avant cette convention, je n'avais pas une vision approfondie sur le réchauffement climatique. J'en entendais parler. Je me disais, putain, c'est pas bon. Mais là, quand on m'a fait toucher du doigt, quand on m'a donné les moyens de comprendre ce que c'était, quand on m'a dit on peut utiliser tel moyen pour lutter contre, là oui, je me suis carrément impliqué et mis dedans, quoi. Et demain, j'essaierai d'avoir le comportement et la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de lutter un maximum contre le réchauffement climatique. Quand je veux me balader, quand je veux partir quelque part, je réfléchis comment je vais y aller. Pour me venir à Paris, je réfléchis comment je vais venir. J'ai des parents qui travaillent chez Air France. Maintenant, je prends le train. Avant, je prenais l'avion, mais je prends le train parce que mon empreinte carbone, j'ai réfléchi maintenant, empreinte carbone. Je réfléchis pas, bon, j'y serai dans tant de temps. Maintenant, je réfléchis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il faut d'abord que je pense à la planète. Maintenant, c'est rentré, ça m'a éduqué sur ce point-là. Ça a fait partie de mon éducation sur ce point-là. Donc, ouais, ça a changé dans mon attitude énormément de choses. Cette forme de démocratie, l'exercice qu'on a fait, ça donne la parole à des personnes que d'habitude on n'entend pas dans les urnes. Parce qu'ils ne votent pas, parce qu'ils n'ont pas la nationalité pour voter, ou parce qu'ils n'ont pas l'âge pour voter, ou parce qu'ils se désintéressent totalement, ou parce qu'ils n'ont plus confiance, voire ils sont méfiants et un peu écœurés. Et bien là, tout le monde participait et donnait son avis. Donc c'est vraiment une photo de toute cette France-là. Voilà. Alors, le moment personnel qui m'a le plus touché, c'est la première session. Lorsqu'on a posé la question à tous les citoyens, qui est venu ici pour changer les choses et pour apporter quelque chose pour le climat, et que tout l'hémicycle s'est mis debout. Là, je me suis dit, ah ouais. Je pensais qu'on allait être un bon 80% à se lever, mais là, on est tous venus avec un objectif. Et je ne sais pas où ça va nous mener, mais c'est quelque chose d'incroyable qu'on est en train de vivre, en fait. La démocratie participative, je crois que c'est l'avenir de la démocratie. Parce que notre démocratie actuelle, à mon avis, est en train de s'étouffer elle-même. Elle est à bout de souffle. On n'écoute plus les citoyens. Pour moi, il faut changer, il faut évoluer, et la démocratie doit évoluer. Elle doit être plus ouverte et accessible à tous. Moi, ce que je voudrais dire aux Français, c'est qu'on a tous un lien avec la génération à venir. Cette génération-là, on ne peut pas la sacrifier. On a déjà fait trop d'excès. Ça fait 40 ans que ça dure. Pendant 40 ans, on a regardé ailleurs. Pendant 40 ans, on a continué à consommer, et de n'importe quelle manière. On a tous un enfant, un petit-fils, une petite fille, un neveu, une nièce. On ne peut pas les laisser. On doit agir. On ne peut pas continuer. Et qu'est-ce qu'on va leur dire, nous, dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces mômes-là? On va leur dire, on n'a rien fait,
On savait, mais on a préféré regarder ailleurs. On a préféré consommer. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on leur donne des solutions. Il faut qu'on leur apporte quelque chose à ces mots. Moi, quand ma petite fille me dit, quand je serai maman, mais je me dis, mais est-ce que ça va être là? Est-ce qu'elle pourra être maman? Qu'est-ce qu'elle va apporter elle-même à ses enfants? On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment apporter des solutions à ces mômes. Ils n'ont rien demandé. Ils subissent nos décisions et on doit changer notre façon de faire. Alors, moi, donc, si j'ai un message à faire passer aux Français, c'est bien ça. On est tous comme vous. On est tous citoyens comme vous. On n'est pas plus, on n'est pas moins. Là, pour le coup, je vais parler de moi. C'est moi qui ai été sélectionnée. Donc, du coup, ça aurait pu être vous. Et ces mesures qu'on a prises, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous sauver, tout simplement. Quelques extraits qu'on a montés déjà quelques temps, et l'idée ça va être de suivre en fait ces personnages et ces citoyens, certains d'entre eux aussi pour aller raconter ce qu'ils ont pu faire après, et qu'il y ait un écho comme ça entre tout le travail qu'ils ont pu faire au moment de la convention, mais surtout après. Et c'est ça que je trouve vraiment formidable, c'est la façon qu'ils ont eu de poursuivre avec l'association ou tous individuellement ce travail. Et voilà. Donc nous, on va essayer à notre petite échelle de les mettre en avant et de faire un documentaire sur le sujet que je vous inviterai à voir, j'espère, toute fin d'année ou tout début d'année prochaine. Alors, difficile de parler de la Convention citoyenne pour le climat sans donner la parole à un citoyen, même à plusieurs citoyens. Vous allez en entendre plusieurs ce soir. Et je vais inviter maintenant Mathieu à venir sur scène. Mathieu, donc, qui fait partie des 150 tirés au sort et qui va vous dire en quelques mots également ce qu'il fait là ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. La Convention citoyenne, c'est 150 citoyens qui sont censés représenter les territoires. Il y avait des gens qui venaient de zones rurales, de zones périurbaines et de zones urbaines. On n'était absolument pas forcément concernés par les enjeux climatiques. On a appris énormément de choses et de tout ce qu'on a appris, on a réussi à sortir 146 propositions qui avaient pour seul objectif de nous permettre de sortir de cette crise. L'État n'a pas forcément reconnu tout ça, mais les territoires veulent s'emparer de ces sujets. C'est exactement ce qui s'est passé quand on a discuté et on a entendu les discours des représentants de la communauté d'agglo, des députés tout à l'heure. Ils ont envie de s'emparer de ces sujets. Et c'est les territoires qui ont le plus d'ambition. Nous, les 150 citoyens, on n'avait pas spécialement vocation à faire tout ça. On a découvert ce projet au fur et à mesure. On a construit tout ça ensemble. Et on est porté vers l'avenir, et vous avez aussi, vous, si vous êtes sollicité pour ce genre de projet, vous avez la possibilité de vous exprimer et tous les avis sont bons à prendre. On n'était pas forcément formé là-dessus, on n'avait pas forcément, personnellement je n'ai aucun diplôme et ma parole a autant compté que celle d'un médecin, que celle d'un président de société, que la voix d'un pilote d'avion. Emparez-vous de ce sujet. Si vous avez l'opportunité, si vos collectivités vous proposent de participer à ce genre de projet, emparez-vous de tout ça parce que c'est votre avenir, celle de vos enfants, de vos petits-enfants qui est en jeu. La tournée des tiers-lieux, elle est effectivement née d'une rencontre un petit peu farfelue au milieu d'un tiers-lieu, les grands voisins, et elle a tout son sens. Les territoires doivent s'emparer de ces sujets-là. Chaque territoire a ses possibilités et ses solutions. C'est pas seulement des décideurs de l'État qui peuvent décider pour vous, c'est vous qui pouvez décider pour vous. Donc s'il vous plaît, emparez-vous de ces propositions, venez sur la tournée des tiers-lieux, venez demain échanger avec nous, on va vous apporter un minimum de billes pour que vous puissiez ensuite vous approprier tout ça et vraiment porter ce projet le plus haut possible. On a plusieurs dates de retenue, les solutions qui sont envisageables dans les milieux ruraux ne sont pas les mêmes que celles dans les zones périurbaines ou dans les zones urbaines, mais chaque territoire doit s'emparer de ce sujet-là. Tous ces sujets sont ultra importants. L'économie n'est pas l'ennemi de l'écologie et l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. Tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est vous qui la détenez, c'est vous qui pouvez la construire. Donc s'il vous plaît, emparez-vous de ce sujet. Ne laissez pas des gens décider pour vous. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Et ce qu'il a dit, j'espère que ça vous a animé. Je voulais juste reprendre 2 minutes pour dire merci à chacune et chacun d'entre vous. Parce que si on est là, c'est aussi pour vous et c'est aussi avec vous. Je suis fière d'être là avec vous. Cette étape,
de l'Ermitage. Je suis fière que la tournée commence par l'étape de l'Ermitage. Et merci à toute l'équipe de l'Ermitage qui a travaillé pour pouvoir vous offrir ça ce week-end. Donc j'aimerais aussi qu'on applaudisse toute l'équipe de l'Ermitage qui a vraiment travaillé depuis des mois pour mettre cela en place pour vous. Et c'est beau, c'est très beau ce que ça donne. Je m'arrête là pour ce soir et je laisse Emma vous présenter mes collègues. C'est un challenge que je leur ai donné parce que beaucoup d'entre elles sont timides, mais je voulais que les 150 visages puissent aussi s'exprimer. C'est par vous expliquer comment nous sommes devenus citoyennes et citoyens de la Convention pour le climat. Nous n'avions pas postulé, donc je vais vous expliquer. Alors notre aventure a commencé à la fin de l'été 2019 par la réception d'un SMS dont voici le texte. Convention citoyenne pour le climat. Bonjour, votre numéro de téléphone a été tiré au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat organisée par le Conseil économique, social et environnemental. Êtes-vous intéressé pour y participer et être appelé? Répondez par oui ou par non. Ce SMS, venant d'un numéro à 5 chiffres, donc impossible à identifier, a été transmis à plus de 250 000 possesseurs de téléphones fixes ou portables. Les numéros avaient été générés par ordinateur. Ce message laconique en a interpellé plus d'un. Un grand nombre d'entre vous l'ont ignoré. D'autres ont répondu non, et nous avons répondu oui. Et c'est comme cela que nous sommes devenus les acteurs de la Convention citoyenne pour le climat. Il fallait réunir 150 personnes sur le territoire français, représentant la population française, en âge, en sexe, situation géographique, catégories socio-professionnelles, niveau d'études et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'il nous a fallu ensuite répondre à d'autres questions pour que ces 150 citoyens soient vraiment l'image de notre pays. L'aventure a réellement débuté en octobre 2019 avec la première session de 3 jours à Paris, au cours de laquelle notre mission nous a été présentée. Comment réduire d'au moins 40% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le respect de la justice sociale. Pour commencer, un état des problèmes dus au réchauffement climatique nous a été présenté par tout un panel de spécialistes du sujet, mais aussi par des intervenants du monde de l'entreprise, du social, du syndicalisme et bien d'autres. Tout au long des sessions, les intervenants se sont succédés, comme par exemple Valérie Masson-Delmotte, Laurence Tubiana, Jean-Marc Jancovici, Cyril Dion, Nicolas Hulot et beaucoup d'autres, tous aussi éminents les uns que les autres, ainsi que des membres du gouvernement et des juristes pour les questions législatives. Une phrase m'a marqué plus que les autres. Un spécialiste a dit « Il n'y a pas de planète de rechange ». À la fin de la première session, nous avons été répartis en 5 groupes de travail, toujours par tirage au sort. Consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir. Chaque groupe était coaché par des animateurs. Notre travail était ponctué d'interventions de spécialistes du sujet traité, afin que nous puissions acquérir les connaissances qui nous permettraient de faire des propositions en toute connaissance de cause. Cette convention, prévue au départ pour 4 mois, a duré en réalité 9 mois, car la tâche était plus ardue que prévu, et le Covid est passé par là, ce qui nous a obligés à travailler en visio à de nombreuses reprises. Merci beaucoup Marie-Josée pour ce témoignage. Ouais, cette marque de courage. À votre gauche, il y a Evelyne, donc également citoyenne de la Convention. Evelyne, est-ce que vous voulez nous partager un peu votre expérience également? Voilà, alors je vais compléter ce dont parlait Marie-Josée. Alors l'objectif de la Convention était d'aller plus loin et plus vite dans la lutte contre le changement climatique et de donner davantage de place à la participation citoyenne dans la décision publique. Qu'attendait-on de nous? De s'informer,
de débattre ensemble, de faire des choix, de réfléchir à de nouvelles normes environnementales et d'élaborer des mesures dans l'intérêt général qui deviendraient des lois, des décrets, des réglementations permettant de lutter contre le dérèglement climatique dans un souci de justice sociale pour baisser de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Nous avons eu la chance de rencontrer des experts, nous les avons écoutés et puis nous en avons demandé à en auditionner d'autres. Nous voulions toujours en savoir plus, nous voulions plus de temps, la tâche était immense et nous avions à cœur d'amener à son terme la mission qui nous avait été confiée, une transition énergétique réussie. Nous avons travaillé par thématique, là aussi nous avons été tirés au sort pour rejoindre un groupe de travail, pour moi c'était se déplacer. Nous avons rencontré M. de Romanet, PDG des aéroports de Paris, M. André Breteau pour Vinci Autoroute, M. Louis Gallois, président du conseil de surveillance chez Peugeot SA. Nous étions 5 groupes de 30 personnes en salle pour travailler, puis tous ensemble en hémicycle pour échanger sur l'avancée de nos travaux. Alors, pour mon groupe de travail, nous voulions entre autres réduire la circulation des poids lourds, limiter les effets néfastes du transport aérien, développer les autres modes de transport que la voiture individuelle, réduire la vitesse sur autoroute. Cette mesure a été rejetée de suite par le président. Oui, elle a fait un peu de bruit. Oui, mais on peut se dire aujourd'hui, quand on est sur l'autoroute l'été, eh bien on nous demande par des panneaux de baisser de 20 km/h la distance, enfin la vitesse, donc on y arrive. On y arrive. Actuellement, le Haut Conseil d'État donne 9 mois au gouvernement français pour prendre des mesures supplémentaires afin d'atteindre ces moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030, afin de respecter les accords de Paris. Certains élus locaux se sont déjà engagés pour que cet objectif ne reste pas irréalisable. Si en octobre 2019, lorsque j'ai intégré la Convention, je trouvais que l'on parlait bien peu de cette urgence climatique, aujourd'hui le sujet semble s'être vulgarisé. Il est maintenant présent dans les publicités, les reportages, les films, lors des informations sur les chaînes publiques et même dans les dessins animés pour les enfants. Et ça, c'est tant mieux. Alors, Nicolas Hulot nous a souhaité bienvenue dans la complexité lors de son intervention au Palais d'Iéna. Bien sûr que c'est complexe, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, et pourtant on est pressé. Il faut accélérer la transition pour éviter un réchauffement climatique supérieur à ce qui doit être respecté dans les accords de Paris. Pas plus de 1,5 degré pour 2100 et une neutralité carbone pour 2050. Un défi pour réinventer le monde de demain. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à toutes les deux. Alors, une question maintenant qui s'adresse à vous toutes et tous. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez reçu ce fameux SMS dont parlait Marie-Josée, et qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui et de vous lancer dans l'aventure? Qui veut prendre la parole? Normalement, tout le monde a un micro. Oui, Valérie Frédéric. Alors, en fait, moi, j'ai pas reçu de SMS, j'ai reçu un coup de téléphone qui me disait vous avez été tiré au sort, je sais pas, donc j'écoutais pas trop et j'ai dit bon écoutez, si vous vendez de la lessive, ça ne m'intéresse pas, rien ne m'intéresse, c'est pas la peine. Et donc il m'a expliqué en fait que c'était pour la CCC par rapport aux Gilets jaunes et par rapport au mouvement social qu'il y avait eu. Donc je l'ai écouté et je lui ai dit écoutez, rappelez-moi dans un moment, je vais regarder sur internet et voilà. Si c'est un vrai truc. Voilà, si c'est une blague. Voilà. Et donc il m'a rappelé et je lui ai dit banco, je le fais. Voilà. Et est-ce que vous avez regretté? À aucun moment. À aucun moment. Aucun moment. Et on apprend des choses très surprenantes. Voilà. Merci Valérie Frédéric. D'autres réactions, oui? Moi j'avais travaillé pas mal avec mes élèves, donc c'était un sujet qui m'intéressait. Donc j'ai dit oui tout de suite. Ce qui me gênait un peu c'était l'intendance, mais franchement au niveau intendance ça a été super.
On n'avait rien à s'occuper, les billets de train, le logement. Enfin, on a eu de très bonnes conditions de travail. Et ce travail, justement, en quoi il a consisté? Vous deviez donc vous retrouver sur des week-ends à intervalles réguliers, c'est ça, et travailler entre les week-ends. Vous pourriez nous en dire un peu plus peut-être sur les modalités? On se voyait le vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Et c'était vraiment à plein temps. Ouais, c'est ça. Certains vendredis ont terminé à 22h. Et le dimanche. Et oui. Tout en continuant à bosser à côté, ouais, donc c'était quand même une vraie. Pour les gens qui travaillent, moi c'était pas mon cas, ça devait pas être simple. Ouais, et puis c'était nécessaire de s'informer aussi entre deux. Oui, c'est ça, oui, parce qu'il y avait un truc, il y avait des devoirs à faire entre chaque session. Je voyais Angela qui réagissait. Héloïse. Ah, Héloïse, pardon. Il y a eu un changement de programme. Pardon, Héloïse. Oui, moi j'étais en terminale S, donc c'était mes TP le vendredi. Et donc du coup j'avais le droit le lundi en rentrant à faire 2 heures de soutien supplémentaire pour rattraper les TP. C'était pas toujours super cool, mais en tout cas vu toute l'information et les connaissances que m'apportait la convention, j'y ai bien gagné au final. Et on a son bac S après la convention? Oui, avec le Covid ça va. Ouais. Convention plus Covid, ça aide. Sylvain, vous vouliez aussi partager votre expérience? Juste oui, pour recontextualiser, parce que la scène n'est pas tout à fait représentative de ce qu'on a vécu, en l'occurrence, puisqu'on était représentatif de la population. Donc c'est un tirage au sort qui a été panélisé avec 51% de femmes, 49% d'hommes. Donc là, on est une grosse parité. C'est un petit peu déséquilibré de ce point de vue-là. Non, on n'y est pas. Donc, il faut imaginer. C'est certains ont dit que c'était un biais de méthodologie où on nous a un petit peu tiré dessus sur ça parce qu'on avait été panélisés, mais on était bien des vrais gens avec un vrai tirage au sort, avec des cadres, une réalité en termes de provenance sociale, niveau d'études. Géographique aussi. Géographique et d'âge. Voilà. Donc c'était tout à fait représentatif. Et quelqu'un disait, on en parlait tout à l'heure, qu'on potentiellement. C'est pas qu'on avait ça sur la tête, mais on était l'équivalent. En gros, chaque personne représentait 470 000 personnes en France. Donc c'était un peu la pression pour certains, cet aspect numéraire. Donc on a besoin de tous les citoyens dans l'Assemblée pour décharger un peu la pression et augmenter le nombre de personnes que vous représentez. Est-ce que, question qui va peut-être un peu fâcher, mais comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait des propositions, parce que vous avez donc transmis vos 146 propositions qui ont fait parler d'elles, puis elles ont été transformées en projet de loi climat et résilience, passées à l'Assemblée, passées au Sénat, il y a une prochaine lecture en septembre. Comment vous vous sentez par rapport à ça? On a honnêtement une certaine déception. Ouais. Beaucoup de nos mesures ont sauté, ont été édulcorées, et franchement, on est déçus. Ouais. Le sans filtre a été vraiment pas une réalité. Oui. Il va y avoir un retour à l'Assemblée nationale. Absolument. Donc l'espoir... un petit espoir quand il y a même. Enfin, oui, je parle. Je sens Héloïse dubitative. Mais il faut pas oublier que ça a été quand même quelque chose de très novateur. Pour une fois, on donnait la parole réellement aux citoyens sans passer par nos élus. Donc là, c'est vraiment nous qui avons travaillé sur quelque chose. Et ça, c'est une première. Et ça, il faut dire que c'est formidable. Mais il ne faut pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Il ne faut pas que ça n'ait servi à rien. De toute évidence, ça n'a pas servi tout à fait à rien, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui vous soutiennent. Sylvain, vous vouliez ajouter quelque chose? Les gens des ministères sont là encore ou non? On va dire que non. Mais, non, enfin, oui, on peut sortir de cette expérience en considérant que sur le point de vue de la démocratie délibérative et participative, c'est une première, c'est innovant, etc. Que ce qu'on a fait est quasi historique. À la sortie, on va pas se mentir, un pays qui émet 0,9% des gaz à effet de serre, déjà réduire de 40%, ça, bon. Nos mesures, alors moi je suis le premier à vouloir voir pas le verre à moitié plein, mais dire que c'est quand même
on a mis beaucoup de mesures en place, il y a plein de choses qui vont se faire, mais c'est clairement pas suffisant. Arrêtez quoi. On nous a démoli nos sujets, on nous a sabordés dans les ministères, dans les lobbies, au plus haut niveau de l'État, on nous a marché dessus. Donc, pour faire bonne figure pendant 2 jours, je peux vous dire que c'était très bien, qu'on est très content. C'est pas vrai. S'il faut aller bien plus loin que ça, il faudrait faire bien plus que ce qu'on avait proposé nous. Donc nous, on nous a clairement... oui, on a un peu lissé déjà vos propositions. Non, c'est pas lissé, c'est qu'on a cassé le truc. Et moi, j'ai été dans des réunions où des lobbyistes ont fait des choses d'une violence ahurissante par rapport à des démarches de politique publique. Donc oui, on est content d'y avoir participé. Oui, c'est historique. Non, c'est pas suffisant par rapport au nombre de morts qu'il va y avoir. Donc c'est pas ni les terrasses chauffées, ni ces foutaises qui ne servent à rien, qui vont suffire à entraîner la population comme on fait. Effectivement. Ouais, Valérie Frédéric. Alors moi, je vais aussi rebondir en me disant, parce que je suis quelqu'un de positif, et de me dire qu'on a ouvert une petite porte et qu'il faut laisser le pied. Et qu'il y a des gens qui vont pousser, et vous êtes là, ouais. Et on va y arriver, voilà. Peut-être pas maintenant, mais voilà, la roue elle tourne, voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ah oui, pardon. Pas maintenant, c'est pas possible. Hein. C'est maintenant, parce que si moi déjà je commence à me poser la question de est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants juste parce que je sais pas de quoi le monde sera fait demain, c'est pas normal. Alors je compte vraiment sur vous, parce que sinon ça va pas le faire. Par rapport à ce que dit Héloïse, juste pour ajouter, moi je vous parlais peut-être un peu déçu, etc. Mais la partie de l'acculturation qu'on a eue avec ces sujets et la partie pédagogique, moi ça me semble majeur, et nous ça nous a changé et fait évoluer dans ce sens-là. Et donc c'est, je pense, un des principaux leviers, outre le fait de faire des actions, mais nous on est à peu près persuadés de ça, c'est qu'on a tous changé notre point de vue à l'issue de tout ça. Alors justement, je m'adresse au reste des citoyens et citoyennes qui font partie de l'audience, parce que l'idée ce soir, c'est aussi de vous donner la parole et de vous permettre de poser vos questions à l'échantillon des 150 ici présents. Je crois qu'il y a des personnes avec des micros qui circulent dans l'audience. Voilà, il y en a un ici et une là. Donc... J'ai été surpris de voir que de la restauration proposait de la viande, alors que tout le monde peut se passer de viande ce soir, ce week-end ou même un mois. Voilà. Merci pour cette intervention. Et Héloïse, oui, le problème de la viande a été abordé, bien sûr. Donc, dans nos propositions, c'est de réduire la quantité de viande et manger plus de protéines. Donc, de ce fait-là, d'avoir peut-être de la viande, d'en manger moins souvent, mais peut-être de meilleure qualité. Et d'augmenter aussi les protéagineux en France, ça serait aussi notre but, parce que de ce fait-là, si on ne mange pas de viande, il faut manger des protéagineux. Il prend en compte le plus grand nombre, la conscience de justice sociale, et ce qui est vraiment ce qui nous a guidés pour pas, de notre côté, être traités de Khmer vert comme on a souvent entendu. Alors, il y avait d'autres mains qui se levaient tout à l'heure. Oui, j'avais une question. Au moment où vous avez rendu votre rapport et vos 146 propositions, on a tous vu à la télé le président Macron qui semblait enthousiaste. Et puis après, évidemment, il n'en est plus resté grand-chose aujourd'hui. Comment vous l'avez vécu, cette phase-là, entre l'annonce qui était plutôt vers le haut, de l'ensemble de vos propositions qui étaient retenues? Est-ce que vous avez senti le coup venir? Est-ce que vous pensez que vous avez été manipulé? Comment on le vit, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, je suis arrivée en n'étant pas vraiment convaincue qu'il allait se passer quelque chose de ouf au niveau politique, mais je suis sortie convaincue qu'il s'était passé quelque chose de ouf au point de vue humain. Pas d'autres voies de lutte qui, moi, personnellement, continueront de me porter une bonne partie de ma vie. Et je pense que, personnellement, en fait, ça n'a pas vraiment été une déception envers le gouvernement, mais plutôt une espèce de révolution qui me dit s'il ne m'écoute pas, je prendrai moi-même la parole. Et c'est très personnel ce que je dis là. Hein. Merci Héloïse. D'autres réactions? Oui, Marie-Josée. Alors moi, je suis arrivée à la convention en me disant le gouvernement se sert de nous pour redorer son blason. Et je l'avais même dit à la presse, peut-être un peu plus nuancé. Mais comme c'était la continuité du mouvement des Gilets jaunes, je me suis dit c'est pour calmer les choses.
Et je l'ai pensé pendant très longtemps à la Convention, donc j'y suis venue contente d'y venir, parce que le problème du climat m'intéresse. Et j'étais consciente qu'il fallait faire quelque chose, mais en même temps, j'avais pas trop d'espoir. Et au fur et à mesure de notre travail, j'ai pris espoir. Et quand le président a été tellement positif, quand il nous a reçus, je me suis dit, mais tu as eu tort de douter. Et puis tout compte fait après, bon, bah, j'ai compris que tout compte fait, ma première idée, malheureusement. La première intuition était la bonne. Ah oui, je pense. Ouais. Bon, moi, je vais dire quelque chose qui n'est pas très bon politiquement, mais je pense que c'est des gens... les politiciens sont des humains qui parlent beaucoup et qui respectent peu leurs paroles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Oui. Merci. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous percevez votre rôle vis-à-vis des élus. Là, dans ce que vous avez vécu, et puis même plus tard, si on réplique la démarche de Convention citoyenne, au fond, c'est comment ça marche dans la République, et quelle place vous avez, comment vous le sentez, notamment vis-à-vis des élus. Sylvain? Oui, c'est une vraie question, parce que la Convention climat, c'est un ovni institutionnel, donc pour certaines personnes, ça pourrait même être dangereux en fait de questionner en direct des citoyens comme ça, sans passer par le prisme, enfin en tout cas la case des représentants. Nous, à aucun moment on a dit qu'on est représenté qui que ce soit, on était représentatif, c'est tout. Et on n'a pas pris des décisions, mais on a fait des propositions. Donc il y a beaucoup de gens au Parlement, apparemment, au début ça les faisait rire. Donc on était passé un peu pour les cousins de province. Hein. Et très rapidement, on a vu, et sur la fin, c'était plein dans l'hémicycle. On devenait, je me souviens, avant les municipales, on était sur la photo, on faisait bien les 150, hein, c'était, voilà. Mais au final, le rôle d'élu, il est différent. Et malheureusement, dans ce qu'on a vécu, je pense que interroger des gens pour faire des conventions citoyennes, comme tout le monde veut en mettre absolument dans son quartier, ça commence à être tartiné de partout. Si c'est pour, à la fin, vivre nous ce qu'on a vécu, c'est-à-dire interroger les gens, et puis leur dire ça va pas être possible, ben en fait, l'exercice va très vite s'arrêter, parce qu'on va très vite comprendre que ça ne sert à rien et que c'est juste des représentants qui prennent des décisions, et c'est normal. Mais si on interroge les gens, il faut aller au bout. Et c'est pour ça qu'on a le droit aujourd'hui de ne pas être content de ce qui s'est passé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui, encore une par ici. Oui, merci. Donc vous avez parlé de votre déception. Est-ce qu'on peut la mettre en chiffres? Je m'explique. Vous aviez un mandat, d'après ce que vous nous avez dit au début, qui était de faire des propositions pour maintenir la température, etc., à moins d'1,5 degré. J'imagine que les propositions que vous avez faites, est-ce qu'on vous a donné les moyens d'en mesurer l'impact par rapport à cet objectif? C'est peut-être un peu trop tête de bois ce que je vous dis, mais je voudrais savoir finalement, est-ce qu'en finale, les 146 propositions que vous avez faites, elles permettaient d'atteindre cet objectif? Parce que vous nous avez dit également que vous aviez été obligé de mettre de l'eau un peu dans votre vin. Et après l'essorage politique, qu'est-ce qu'il en reste? Les mesures acceptées, on en est où par rapport à cet objectif? Plus 4, plus 5 degrés. Ouais. Moi, je pense que c'est difficilement quantifiable. Quand on a râlé, entre guillemets, auprès de Madame Pompili, elle nous avait dit que même nos mesures n'atteignaient pas la réduction qu'on nous demandait au départ. Alors ça paraît aberrant, nos mesures n'arrivaient pas à la réduction demandée, mais en plus, ils les ont diminués. Alors, bon, je crois que c'est très difficile de quantifier. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner un ordre d'idée. Surtout que là, en plus, si vous voulez, on n'est pas encore à la fin. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner en finale. On sait, oui, que scientifiquement parlant, c'était déjà très dur de mesurer nos mesures au début. Il me semble qu'on était à 11-14% avant la diminution par l'État. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on tourne autour de 0,1. Hein. Et en fait, le problème, c'est que oui, c'est très très compliqué, surtout quand on a certaines de nos mesures
qui s'appliquaient à l'international, au niveau européen, etc. et qui du coup sont difficilement quantifiables en fonction de est-ce que les pays accepteraient dans un accord comme la PAC, la politique agricole commune portée par l'Union européenne, de suivre ces dispositions-là. Après, sur notre contentement à nous, à la fin de la Convention citoyenne pour le climat, il y a tous les chiffres sur le site internet de la Convention citoyenne pour le climat qui nous ont permis à chacun de nous exprimer sur est-ce qu'on pensait qu'on avait répondu à la problématique, etc. Et on a une série de questions qui a été mise avec nos oui, nos non, nos je suis convaincu que cette expérience a marché sur une échelle de 10, etc. Ok, donc tout ça c'est disponible sur le site les 150 ou de la Convention citoyenne pour le climat. Super. Merci beaucoup. Alors on va peut-être prendre une toute dernière question et ensuite... Les paroles de Nicolas Hulot, bienvenue dans le monde de la complexité. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de solutions binaires à tous nos problèmes écologiques et du climat. Moi je suis éleveur de moutons, en retraite depuis 1 an, mais j'ai mon fils qui a repris le flambeau depuis peu de temps. Et mes moutons pâturent pendant 3 mois d'été dans le camp militaire de Sissonne, pendant 4 mois l'hiver dans les couverts végétaux que je sème aussitôt à la moisson parce que je suis en technique de conservation des sols. Je pense que mes moutons, j'allais dire, utilisent une nourriture qui stocke du carbone, qui protège la biodiversité. Et s'il n'y a personne qui mangeait la viande de mes moutons, je ne serais plus là pour protéger la biodiversité du camp militaire de Sissonne et pour stocker le carbone. Donc, attention aux réponses simples, aux questions complexes. Si j'ai simplement, pour résumer le message que j'ai envie de faire passer, c'est il y a viande et viande. Si vous mangez la viande qui est produite en atelier intensif, style porc en batterie, poulet en batterie, et des animaux qui ne vont jamais dehors, effectivement, vous avez complètement raison, il faut supprimer cette viande-là. Si vous avez des animaux qui mangent de l'herbe, j'allais dire les 3/4 de l'année, c'est tout à fait bon pour la planète. C'est tout à fait bon pour la planète. Et heureusement qu'il y a des gens qui mangent de la viande pour préserver la nature du Massif central, des montagnes, des Alpes. Parce que sinon, ça serait un désert ou une forêt qui reviendrait. Et les animaux ont leur place, j'allais dire, dans l'agriculture durable, il faut de la culture et de l'élevage. La complémentarité des deux, c'est ça l'agriculture durable. Voilà, merci. Alors moi, je vous rejoins totalement. Plutôt que manger, comme vous dites, des animaux en batterie, de la viande qui vient de l'étranger, je vais prendre par exemple l'exemple des États-Unis où vous voyez des stocks de bestiaux là, qui sont élevés d'une façon choquante et mauvaise pour la santé. Donc mangeons moins de viande, mais meilleure. Et je pense que ça, c'est franchement le message, parce que pour notre santé, l'abus de viande n'est pas forcément bon, donc mangeons-en un peu moins, mais de meilleure qualité. Et vous, les éleveurs, vous allez vous y retrouver, parce qu'on consommera plus votre viande qui a été élevée dans de très bonnes conditions. Et moi, je voulais juste te dire les circuits courts. Voilà. Les circuits courts et connaître les producteurs. Voilà. C'est ça mon message. Moi. Merci beaucoup. Et effectivement, on sent que ce sont des sujets complexes qui ont besoin d'être débattus. Moi, je voudrais ajouter un détail. Le fait d'avoir justement participé à la Convention citoyenne, même si avant on s'intéressait aux problèmes climatiques, on a découvert un tas de choses et on voit les choses maintenant différemment. Et il faut en passer par là pour vraiment comprendre que, bon, je ne vais pas dire que je n'ai pas changé radicalement ma vie, hein, ni mon alimentation, mais je comprends maintenant les problèmes. Alors, moi, je veux juste rebondir aussi en expliquant que moi, mon cheval de bataille, avec une autre citoyenne, c'est de porter cette formation aux jeunes, donc qui passent de la maternelle à la fac, et de leur expliquer pour qu'ils viennent et qu'ils s'emparent du sujet, et qu'on puisse leur expliquer et qu'on leur donne cette information qu'on a eu la chance d'avoir. Voilà. Super. Bon, un grand merci à tous les 6.
pour ces témoignages qui sont un bel avant-goût aussi de la richesse des échanges de demain. Un grand merci. Je vais maintenant appeler Annie et Patricia pour conclure cette convention. Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voulais remercier tout le monde d'être ici, puisque vous vous sentez tous concernés par ce qui nous tient à cœur à tous. Et surtout, ne jamais oublier la justice sociale dans tous les actes que vous ferez dans votre vie. Et la solidarité, c'est ce qui va nous mener au bout de tout ça, ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patricia. Annie, vous souhaitez aussi conclure? Je voulais laisser les 2 mots à Patricia, parce que Patricia, c'est Madame Justice Sociale, et que dans notre mandat, c'était effectivement la réduction de 40% sur nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'était cette notion de justice sociale. Et dans la notion de justice sociale, on retrouve justement les liens. Et aujourd'hui, l'Ermitage nous montre que c'est possible d'allier les deux. Je ne veux pas revenir sur ce débat qui était intéressant et qui peut être fructueux, effectivement, quand on s'enrichit du regard de chacun et que le débat ne reste pas cristallisé sur des positions figées. Je reviens encore sur mon merci à l'équipe de l'Ermitage et à ce qu'ils ont produit aujourd'hui, parce que ce n'est pas simplement un point d'observation, c'est tout un cheminement, et ce site-là est un site qui montre justement un très bel exemple pour cette transition. Je remercie chacun d'entre vous pour ce que vous avez donné comme témoignage, et on continuera encore à témoigner et à porter cette vision, et que vous soyez maintenant dans l'aventure de cette tournée. Merci beaucoup. Merci Annie. Et donc merci à toutes et à tous. Donc, Cette forme de démocratie, l'exercice qu'on a fait, ça donne la parole à des personnes que d'habitude on n'entend pas dans les urnes. Parce qu'ils ne votent pas, parce qu'ils n'ont pas la nationalité pour voter, ou parce qu'ils n'ont pas l'âge pour voter, ou parce qu'ils s'y désintéressent totalement, ou parce qu'ils n'ont plus confiance, voire ils sont méfiants et un peu écœurés. Et bien là, tout le monde participait et donnait son avis. Donc c'est vraiment une photo de toute cette France-là. Voilà. Démocratie participative, je crois que c'est l'avenir de la démocratie. Parce que notre démocratie actuelle, à mon avis, est en train de s'étouffer elle-même. Elle est à bout de souffle. On n'écoute plus les citoyens. Pour moi, c'est... Il faut changer, il faut évoluer, et la démocratie doit évoluer. Elle doit être plus ouverte et accessible à tous.